suite à ce documentaire, nous avons autour de la table nos invités. Anne Bouillon, je commence par elle puisque vous venez de la voir à l'écran et elle est avec nous, protagoniste du film. On prend. Voilà, qui est avocate, comme vous l'avez vu. Avocate nantaise, spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences. Elle a écrit un livre l'an passé aussi, vous l'avez peut-être vu un peu dans les médias, qui s'appelait « Affaires de femmes, une vie à plaider pour elle ». Et nous avons également à côté de nous Nicolas Raffin, qui est chercheur enseignant en sociologie à l'Université de Nantes. Il y a peut-être des élèves à vous dans la salle sans doute. Et qui a souvent aussi utilisé ce documentaire comme support pour ses cours, on y reviendra. Et enfin, Diatiara Ndiaye, la directrice de l'association Résonante, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure de votre association. Une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et vous avez aussi créé une application qui s'appelle Appel, A2P apostrophe E2LES, une appli gratuite qui est destinée à protéger, aider, informer les personnes victimes de violences et leurs proches. On va d'abord parler évidemment du consentement, c'est le sujet du film, le sujet de cet après-midi. À un moment donné, Anne Bouillon, dans le film, vous le dites à l'accusé, quels signaux ont pu vous laisser penser que Sarah était d'accord? Et il répond aucun. Donc là, c'est vrai que ça résume assez bien les choses. Ma première question, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver, nous, vous, à la place de Sarah ou de Jérôme? Merci pour cet accueil et merci de votre présence à toutes et à tous. C'est vraiment super de pouvoir se retrouver comme ça et voilà, d'échanger avec vous. Je suis très heureuse, je suis un peu émue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas revu le film et je suis toujours bouleversée en le revoyant et je suis bouleversée par Sarah. Je pense qu'il faut véritablement saluer son courage parce qu'elle a souhaité faire ce film. Ouais. Elle a souhaité faire ce film à visage découvert, c'est son vrai prénom, c'est son vrai nom, et elle souhaite vraiment que ce qui lui est arrivé, eh bien, ça nous serve. À toutes et à tous, ça vous serve. Comme tu le dis, qu'il y ait le moins possible et de Sarah et de Jérôme. Parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce dossier, et quand j'ai commencé à défendre Sarah, c'est aussi l'idée de ce que Jérôme n'est pas un criminel, casier judiciaire vierge. C'est un jeune homme qui est inséré, qui avait une copine, un boulot, et qui véritablement n'a pas réfléchi aux questions qui nous occupent aujourd'hui. Et je crois que si Jérôme, enfin je forme le vœu que si Jérôme avait été dans cette salle avec nous, alors peut-être que ce qui s'est passé ne se serait jamais passé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sur cette question de consentement. Peut-être juste dire que ce que dit la cour criminelle là, c'est que Jérôme, il avait l'intention de se faire passer pour Aurel, qu'il a mis en place un subterfuge, qu'il a mis en place un stratagème pour perpétrer ce viol. Mais je ne suis pas sûre que Jérôme savait pertinemment que ce qu'il était en train de faire correspondait au viol. Et ça, il ne le sait pas. Parce qu'il dit avant ça, je ne savais pas qu'un viol, ça pouvait être par surprise. Et donc, de quoi parlons-nous, en fait? Parce qu'elle le dit, la présidente Delay, elle dit pour la majeure partie d'entre nous, un viol, ça se passe dans un souterrain, la nuit, avec violence, par un étranger. La réalité, c'est que le viol, ça se passe d'abord avec des auteurs que les victimes connaissent. Ça se passe d'abord dans les couples. Et très souvent, les victimes restent dans le silence. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le courage de Sarah. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un viol, c'est aussi un acte sexuel commis par la contrainte. Ça, on comprend pertinemment ce que ça veut dire, c'est-à-dire je ferme la porte et tu ne sors pas tant qu'il s'est passé ça, par la menace, si tu fais pas ça, tu vas voir ce qui t'arrive, et par la surprise. Et c'est ça qui est un peu plus difficile à comprendre. Là, nous sommes en présence d'un viol par surprise. Vous avez sans doute entendu parler du procès de Mazan et de Gisèle Pelicot. Ce sont des viols par surprise, et ce que ça nous dit, c'est que c'est pas OK lorsque la victime dort,
C'est pas OK lorsque la victime a bu ou a pris de la drogue. C'est pas OK quand la victime est silencieuse ou empêchée de parler. Et tout ça, ça vaut pas consentement. Vous voyez ? Et que mettre en place un stratagème et profiter de l'incapacité de la victime à dire non, alors c'est abuser d'une position et c'est perpétrer, le cas échéant, un viol. Voilà, c'est très important que et les victimes potentielles et les auteurs potentiels aient ça à cœur. Et comment est-ce qu'on évite tout ça ? En se formant, en s'informant, en se cultivant, en déconstruisant nos rapports de domination et nos biais de représentation, et puis en posant la question aussi, accessoirement. Alors, Diatara Ndai, c'est vrai que cette journée est placée sous ce slogan qui est « Si ce n'est pas oui, c'est non ». Alors, c'est un slogan qui a le mérite d'être efficace, qu'on retient, mais c'est quand même encore plus compliqué que ça, vous l'avez un petit peu dit. C'est pas qu'une question de oui, de non, il y a des oui qui sont en fait des non, et ça, c'est important aussi que tout le monde le comprenne bien. Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle de consentement, on se dit logiquement, donc, c'est de poser la question. Et parfois, on pose la question et la personne peut répondre oui, mais il faut s'assurer de différentes choses. Et parmi ces choses, on peut déjà se demander si la personne à qui on pose la question est en capacité de comprendre la nature de la proposition. Par exemple, un enfant, si tu lui dis « viens, on va faire l'amour », il y a de grands risques qu'il réponde oui, parce qu'il entend amour, et l'amour c'est cool, et il ne sait pas ce que c'est, les relations sexuelles. Donc, l'enfant aura répondu oui, mais il n'a pas compris la nature de la proposition. Donc, est-ce qu'on peut considérer ce oui comme un vrai oui ? La réponse est OK. C'était juste pour être sûr que vous êtes bien là, parce que je sais qu'il y a du monde, mais on ne vous voit pas. Pareil, il y a aussi une autre catégorie de personnes qui n'est pas en capacité ou qui n'est pas toujours en capacité de comprendre la nature de la proposition. On a notamment certaines personnes en situation de handicap. Elles ne comprennent pas la nature, elles ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, il faut s'assurer que la personne puisse comprendre. Et puis après, il y a toutes les fois où on dit oui parce qu'on nous a mis la pression. Et la pression, ça peut être différentes formes de pression. Tu en parlais tout à l'heure, ça peut être du chantage, de la menace, différentes contraintes. Et donc, on peut dire oui parce qu'on a peur de perdre, par exemple, son boulot quand on travaille, ou qu'on a peur d'avoir de mauvaises notes, etc., etc. Et donc, il y a des personnes envers qui c'est plus difficile de dire non. Et donc, parfois, on dit oui, alors qu'en réalité, on ne veut pas. Donc c'est important de comprendre que le consentement doit être libre, donc sans contrainte, sans menace, sans chantage, éclairé, qu'on comprenne bien la nature de la proposition. Et puis surtout, ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'on peut dire oui pour quelque chose. On peut dire oui pour avoir une pénétration vaginale, par exemple, et puis non pour une pénétration anale. Et donc, c'est important de communiquer. Parce que dans communiquer, il y a le mot commun, mais aussi... Bon, on va rester sur le commun. Mais c'est hyper important. Non, mais je le dis parce que c'est mnémotechnique. Ouais, c'est mnémotechnique. Je sais que vous vous en rappellerez. Et donc, dans la communication, c'est important parce que le consentement, en fait, c'est quelque chose de cool. Le consentement, ça permet de faire énormément de choses. Donc, plus on discute, plus on peut aller loin et plus on peut aller au bout de ses fantasmes. Donc, c'est important d'échanger, de communiquer. Vous en parlez aussi un petit peu dans le documentaire de cette figure de la Belle au bois dormant. On a tous lu aussi ce conte de fées et on dit ça ne peut pas se passer comme ça aussi dans la vraie vie, puisqu'on n'a pas le prince charmant qui embrasse de force une princesse en l'occurrence. Et on a aussi cette phrase un petit peu cliché de se dire qui ne dit mot consent. Donc on doit aussi déconstruire toutes ces choses-là. Est-ce que le consentement, il est quand même nécessairement verbal ? Parce qu'on peut se dire, c'est lourd s'il faut s'assurer à chaque fois d'un dialogue, d'une réponse, etc. Est-ce que le consentement, il est nécessairement verbal ? Je ne sais pas qui veut répondre. Non, il n'est pas nécessairement verbal, il n'est pas nécessairement contractuel, il n'y a pas besoin d'une application pour s'assurer du consentement d'autrui. Mais en revanche, il n'y a jamais de zone grise. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent « oui, mais peut-être qu'on était dans le flou, il n'a pas compris, il y a un malentendu, il pensait qu'elle voulait, ou il ne savait pas qu'elle n'était pas OK. » En fait, c'est du bullshit tout ça, ça n'existe pas.
On sait très bien, et vous savez très bien, quand c'est OK. Et vous savez très bien quand c'est pas OK. Et vous savez très bien quand on force. Et le fait de forcer ou d'insister, c'est déjà qu'il y a un problème. C'est déjà qu'il y a un sujet. Et pour revenir sur ce que disait Diata, ce oui qui est formalisé après qu'on ait dit non mais vas-y, t'es sûr, allez, s'il te plaît, tu veux bien. Moi j'ai un dossier où un jeune homme a été condamné pour des faits de viol parce qu'il a tellement insisté auprès de cette jeune fille qu'elle a fini par dire oui, et il a dit mais elle a consenti en vrai, hein, elle a fini par... Et il a été poursuivi et condamné pour un viol par contrainte parce qu'il lui écrivait, il lui envoyait des SMS, etc. Il revenait toujours à la charge. Donc on sait très bien quand c'est pas OK, il n'y a pas de zone grise, il y a des zones où on se met à forcer et à extorquer un oui. C'est pour ça que c'est toujours le non qui doit gagner en fait. C'est-à-dire que quand c'est non, c'est non. Quand c'est pas oui, c'est non. Quand c'est ni oui ni non, c'est toujours non. Et même si un oui ne suffit pas, un oui qui suit un non, alors c'est un oui suspect. C'est-à-dire qu'un oui qui arriverait après 4, 5, 6 non, c'est un oui qui doit allumer, comment dire, une petite lanterne rouge en fait. C'est un oui qui n'est pas sincère, c'est un oui qui n'est pas authentique. De la même manière qu'un non qui arrive après des oui, comme tu le disais, un non qui arrive après une série d'actes sexuels qui ont été consentis, alors, ou après, on a le droit de changer d'avis en fait. Le non qui intervient, il annule tous les oui avant. Et donc c'est pour ça, gardez ça en tête, c'est toujours le non qui gagne, et le non, il doit être voilà, imparable, intangible, et surtout entendu. Un mot aussi peut-être du rôle de l'alcool qu'on entend dans cette affaire-là. Les jeunes étaient alcoolisés, même la juge à un moment elle dit voilà, il y a eu à un moment donné une croyance où les soirées étaient alcoolisées, on mettait ça sur le compte de l'alcool, c'est juste ils étaient sous stupéfiants, sous alcool, etc. En fait ça c'est pareil, enfin, l'alcool ça ne doit pas être une excuse. Vous l'avez aussi observé vous quand vous allez dans les tribunaux avec vos étudiants, cette question de l'alcool. Oui, alors juste dire au moment où l'affaire avait lieu, avec un groupe d'étudiants et puis des collègues de Nantes, on étudiait les 120 crimes qui avaient été jugés à Nantes les 2 années, donc 2022 et 2023. Dans le documentaire, il y a eu plusieurs données statistiques qui ont ponctué ce documentaire. Donc de rappeler que c'est le principal crime qui est jugé devant ces audiences. Sur les 120, il y avait 90 affaires de viol, et où la question justement des addictions était très présente, que ce soit les stupéfiants ou l'alcool. Alors je ne suis pas juriste, mais c'est une circonstance aggravante, ce n'est pas une excuse, au contraire. La peine est plus importante quand les faits sont commis sous l'emprise de l'alcool. Mais un mot justement, vous avez dit que vous avez étudié plusieurs affaires criminelles ici à Nantes. Est-ce que ce procès qu'on vient de voir, il est représentatif de ce qui se passe dans les tribunaux quand on a des affaires comme celle-là? Parce que c'est là on voit une plainte qui a été reçue, plutôt bien reçue. On a proposé à Sarah d'avoir une enquêtrice femme. La procédure a été certes longue, ça dure 4 ans, mais à la fin, il y a procès et il y a condamnation. Donc là, on se dit, la justice, ça fonctionne. Est-ce qu'en cela, il est représentatif ou pas, ce procès? Non, parce qu'il faut contrebalancer. Ce que je disais, 90 affaires sur 120, ça paraît beaucoup, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que seulement 10%, ça a été dit, de ces affaires viennent jusqu'à la condamnation pénale. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Sur la représentativité de cette affaire, elle l'est dans le sens où on a affaire à une plaignante et un auteur homme. Et donc là, c'est massif. Voilà, dans 95-96% des cas, l'auteur est un homme. Ça, on pourra en rediscuter sur cette dimension genrée de ces violences. Mais alors la particularité, je trouve que Anne l'a bien dit dans sa plaidoirie, c'est ce viol par surprise où tu échanges avec la documentaliste dans la salle des pas perdus, où je trouve qu'il est symptomatique de ce mouvement MeToo, où peut-être qu'elle n'aurait pas osé
porté plainte il y a quelques années dans cette configuration d'affaires. Anne Bouillon peut-être aussi, ou Diatara. Et d'ailleurs, avant même de déposer plainte, la question, je pense que si on pose la question au public, si on leur demande s'ils avaient identifié cette situation qu'on voit de viol par surprise, est-ce qu'ils l'auraient identifié comme un viol? Je ne suis pas sûre. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances, ne serait-ce qu'autour de la définition complète du viol. Et cette notion de surprise, c'est ce que j'adore moi dans ce documentaire, c'est que pour une fois on est sur une situation de surprise qui est quand même extraordinaire. Je suis convaincue que dans la salle, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont subi des agressions ou des viols par surprise, mais qui ne l'ont pas identifié comme tel et qui se sont dit qu'est-ce que je vais aller raconter en fait, ou même qui se questionnent à savoir si on définit on pourrait définir ce qu'elles ont vécu ou ce qu'ils ont vécu comme un viol. Donc c'est vraiment important. Je vous invite, si vous n'avez jamais pris le temps d'aller lire les définitions des violences, c'est de le faire. Juste d'être certain que vous savez de quoi on parle. On parle donc de violence, de contrainte, de menaces et de surprise. On parle aussi des actes qu'on commet sur la personne d'autrui, mais aussi les actes qu'on pourrait commettre sur nous. Et on parle aussi, les viols peuvent avoir lieu par voie vaginale, buccale et anale. Donc c'est important d'avoir en tête que c'est par les 3 trous en fait possibles. Et d'avoir ça en tête, ça permet aussi aux garçons de comprendre pourquoi ils peuvent aussi être victimes de viol. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le viol, ça concerne que les jeunes filles. Mais quand on a bien en tête la définition complète qui dit que c'est tout acte de pénétration par voie vaginale, anale, buccale, que cette pénétration, elle peut être faite par un pénis, par un doigt, les mains ou par un objet. Là, on a une définition qui est très complète et quand on la connaît, on peut identifier et on peut nommer ce qu'on a vécu. Et donc, c'est important d'être très au clair sur ces sujets-là. On sait que c'est désagréable, on sait que c'est un peu gênant. Et tout comme la magistrate a pris le temps d'aller voir sur Wikipédia la définition de twerker, n'hésitez pas, quand vous n'avez pas les définitions complètes, n'hésitez pas à aller les chercher. Il y a plein de contenus et il y a plein de définitions assez simples qui vous permettent de bien comprendre de quoi on parle. C'est très important de savoir de quoi on parle et effectivement on s'aperçoit de notre ignorance collective. Et pourquoi est-ce qu'on ignore tout ça? Eh bien parce que, encore une fois, on est emprunt, on est pétri de clichés. Et c'est très important de pouvoir les déconstruire et d'accéder à cette connaissance-là. Il y a un cas de viol dont tu n'as pas parlé, Diata, qui est tout acte sexuel sur mineur de 15 ans par une personne âgée de plus de 19 ans. C'est-à-dire qu'il y a une minorité sexuelle à 15 ans. Et là, indépendamment de la question de la contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise, un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de 15 ans par quelqu'un qui est âgé de 19 ans ou plus, c'est un viol. Donc les rapports sexuels avec les mineurs de 15 ans, dès lors que l'autre personne a 19 ans, ça, c'est considéré comme un viol. Là aussi, c'est important de le rappeler. Je défendais la semaine dernière des jeunes femmes qui ont subi des viols de la part d'un kinésithérapeute. Et elles étaient comme ça extrêmement nombreuses à avoir subi des viols de la part d'un kinésithérapeute. Et la majeure partie d'entre elles se disaient « il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas enfermé. En plus, c'est un médecin, enfin un personnel de santé, ça ne peut pas être un viol. » Et ce type-là a été condamné vendredi dernier à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour les viols par surprise qu'il a fait subir à toutes ces femmes, outre le fait qu'il profitait de sa situation et de son pouvoir de soignant sur le corps de ces femmes. Mais vous voyez, elle-même n'avait pas conscience que... D'abord, c'est extrêmement compliqué de se dire ce que j'ai subi là, c'est un viol. Ça fait plaisir à personne. Moi, je reçois des jeunes filles qui viennent me voir à mon cabinet. Ce mot-là, il est extrêmement difficile à prononcer. Il est extrêmement difficile à prononcer pour les auteurs. Je veux dire, dans le film, Jérôme ne pourrait jamais dire de lui-même « en fait, je comprends que je suis un violeur ». Mais c'est tout aussi difficile pour les victimes de dire «
en fait, je comprends que j'ai été victime de viol. Mais c'est extrêmement important, on le dit aussi dans le film, cette histoire de mots. Poser des mots sur la réalité des choses, eh bien ça permet de les comprendre et de lutter contre elles. Et comment on fait justement pour la recueillir aussi, cette parole des victimes? Parce que dans le documentaire, on voit Sarah, elle parle à sa mère, on comprend que c'est son frère aussi qui l'a incité à porter plainte. Est-ce qu'aujourd'hui, elles existent aussi, les ressources, les portes d'entrée, les lieux où on peut aller pour parler de ça? Il y a votre asso bien sûr, mais voilà, est-ce que ça quand même ça s'améliore? Alors avant même d'aller voir les assos, en fait, il y a aussi un mythe qui est que les victimes de viol ou de violences sexuelles de façon générale ne parlent pas. C'est totalement faux. Il vous suffit juste de poser la question. Et donc la question c'est, est-ce qu'on se permet de poser la question ou est-ce que quand on est entre nous, est-ce qu'on se pose ces questions-là? Et généralement, si on demande à une victime ou à son pote ou sa copine si elle ou il a déjà subi un viol, si c'est le cas, la personne va répondre, elle va dire oui. Et si elle ne répond pas tout de suite, quand elle sera un peu moins surprise de la question, parce qu'on n'en parle tellement pas souvent qu'elle peut être surprise, dès qu'elle aura envie ou besoin d'en parler, elle viendra vers vous, elle viendra vers la personne qui lui a posé la question. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est une phrase que je dis souvent, c'est faites des violences un sujet désagréable comme les autres. Parce qu'on se dit plein de choses, entre amis, en famille, après tout dépend des relations que vous avez avec vos frères et sœurs, enfin, on a toujours une personne de confiance. Et donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes victime de viol ou que vous êtes informé d'une situation, c'est d'en parler à la première personne qui vous vient en tête. Et généralement, ce sont des proches, des amis proches, ou un membre de la famille proche, ou quelqu'un en qui on a confiance. Donc le premier pas, c'est celui-ci. C'est d'avoir une personne à qui parler et qui nous écoutera et qui nous croira. Pour les personnes qui reçoivent le témoignage, votre rôle, il est assez simple, c'est de remercier la personne qui vous a fait confiance, lui dire que vous la croyez et que des solutions existent. Et puis, on n'est pas là pour faire les choses à la place de la personne concernée. Il faut juste la rassurer, lui dire que des solutions existent et puis l'accompagner, l'orienter vers des professionnels et des adultes si vous êtes mineur. Là, vous êtes venu dans le cadre scolaire, on a toujours un prof préféré ou une prof préférée. On a parfois un médecin avec qui on s'entend bien, une infirmière. Donc n'hésitez pas, ce sont des personnes ressources. Il y a également les assistantes sociales. Et donc n'hésitez pas à être accompagné parce que ça demande beaucoup d'énergie de subir des violences et puis on a besoin d'être entouré. Et donc même si on finit par aller toquer à la porte d'une association, c'est toujours moins difficile d'y aller accompagné avec un tiers de confiance. Donc, n'hésitez pas à vous entourer d'abord d'une personne de confiance et puis d'aller chercher de l'aide chez un professionnel. Mais dans vos établissements scolaires, vous avez toujours une personne que vous aimez bien et ça peut être... alors, ça s'appelle les surveillants encore, je ne sais plus. Je sais pas comment... Les assistants de vie scolaire. Les assistants de vie scolaire. Les pions, quoi. Ouais, les pionnes. Mais, enfin voilà, n'hésitez pas. Et vraiment, c'est d'en parler. Et si jamais vous en parlez pour la première fois et que malheureusement, la personne à qui vous en parlez ne vous croit pas ou ne fait pas grand-chose, trouver une deuxième personne et continuer jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un. Et puis, juste pour finir, si c'est trop compliqué d'en parler, vous pouvez écrire. Vous pouvez l'écrire, votre témoignage. Vous pouvez chatter, parce qu'il y a des chats avec des professionnels. Donc, il y a plein de moyens différents, parce qu'on sait que parfois, c'est difficile de dire les choses à l'oral et que ça peut aussi passer par l'écrit et par le dessin. Donc, il y a plein de formes. N'hésitez pas à prendre la forme qui vous convient le mieux, en tout cas. Vous voulez réagir, Nicolas Raffin? Je trouve, enfin voilà, il y a l'association Résonante qui est super, qui a un discours très adapté pour la jeunesse. Moi, je permets de réagir juste pour Nantes Université aussi, qui a mis en place une cellule écoute depuis plusieurs années, alors je pense aux étudiants, notamment et aux futurs étudiants, avec une équipe de psychologues qui sont formés et vers qui vous pouvez vous tourner facilement. Il y a d'autres dispositifs, alors c'est moins pour être accompagné que faire reconnaître
dans des grandes enquêtes ces violences sexuelles. Par exemple, à Nantes Université, on engage tous les 2 ans une enquête qui vise à révéler l'importance des faits. Et à la suite de ces enquêtes, vous pouvez demander à être sollicité par cette équipe de Nantes Université spécialisée dans la prise en compte de la parole des victimes. Voilà, c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. C'est pas encore un observatoire, encore... c'est des enquêtes qui sont réalisées toutes les 2 années, mais qui permet aussi de voir l'évolution du phénomène et de la prise en charge de ces violences. Alors la question du consentement et tout ce qu'on vient de se dire, c'est vrai que ça oblige un peu à s'interroger sur la sexualité des jeunes de manière plus générale. On le voit aussi dans le documentaire, l'accusé, Jérôme, il a des clichés sexistes et racistes sur la sexualité de Sarah. Donc c'est important aussi, au-delà de la question du consentement, d'aller aussi remettre en question toutes ces représentations-là. Oui, moi, ça m'a fait un effet incroyable quand j'interrogeais Jérôme et que je voyais à quel point il était raciste. Parce que, encore une fois, l'histoire du twerk, ça peut faire rigoler, mais le mec, il croyait que nécessairement, toutes les Noires, elles twerkaient, en fait, et qu'elles avaient une sexualité débridée. Et Sarah, on l'a renvoyée pendant toute son adolescence à l'idée de ce que, parce qu'elle était métisse, elle avait une sexualité débridée. Et en plus, Jérôme, et c'est un peu dit dans le documentaire, mais il l'a plus dit devant la cour criminelle, il passait son temps à regarder du porno. Et avec cette idée de ce que le porno, c'est ce qui devait se faire dans la vraie vie. Et ce truc de la strangulation, là, où Sarah, clairement, elle a cru crever quand il lui a mis les mains autour du cou. C'est un truc qu'il a appris dans le porno. Il pensait que c'était cool et que nécessairement les filles, elles aimaient ça. Je crois que c'est extrêmement important de déconstruire ces mythes-là et de comprendre que la pornographie, elle propage une idée de la domination, de la violence et des archétypes, c'est-à-dire des idées reçues sur la manière dont on doit faire l'amour et dont on doit avoir des rapports sexuels. Et les pornos, on en parlait, les pornos, c'est pas du tuto en fait. Et comprendre que c'est pas comme ça qu'on apprend à avoir des relations sexuelles, savoir de quoi on parle, mais savoir ce qu'on regarde, c'est extrêmement important aussi de ne pas se laisser piéger par ça. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un jeune homme de votre âge, devant un autre parterre de lycéens, et qui me disait, mais moi, j'arrive pas à trouver de la pornographie qui soit déconstruite et qui propose une autre version des choses. Et c'est vrai que, pourquoi pas regarder du porno, moi, je ne juge pas, mais c'est vrai qu'il faut être très... Enfin, c'est de la science-fiction, en vrai. Donc, il faut être très au courant de ce qu'on regarde et très au courant que si on continue, on imite ça, alors on imite nécessairement des rapports violents. Et que c'est de la violence qui s'insinue dans les rapports sexuels et les rapports sexuels, c'est pas ça. Donc, oui, bien sûr, continuer de proposer d'autres manières d'être, d'autres manières de faire l'amour, qui ne sont pas nécessairement articulées autour de la puissance et de la performance pour les mecs, qui ne sont pas nécessairement articulées autour de la passivité et de l'extase pour les femmes, qui peuvent avoir une sexualité puissante. Et donc s'offrir cette possibilité-là d'avoir d'autres narratifs, d'autres manières d'avoir des rapports sexuels, c'est joyeux, réjouissant, libérateur et enthousiasmant. Et en plus, potentiellement, ça vous évite de vous retrouver devant une cour criminelle. Donc voilà, être très au fait de tout ça, c'est extrêmement important. Une dernière chose par rapport à ce que tu disais, parler et trouver une personne de confiance. Ce qui n'a pas été dit dans le film, c'est que Sarah, elle posait pas le mot de viol au départ. C'est une copine à elle à qui elle a raconté, pas à sa mère. Sa mère, le témoignage de sa mère, moi, il me bouleverse à chaque fois, mais elle en a parlé d'abord à une pote qui lui a dit « Non mais Sarah, ce qui s'est passé là, c'est pas OK ». Et en fait, ça s'appelle un viol. Donc, soyez toutes et tous le copain ou la copine de celui ou de celle qui est à côté de vous et qui peut potentiellement avoir cette histoire-là à raconter. Oui. Oui. Et moi, je voulais rajouter une chose sur la sexualité. En fait, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de tuto. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les gens font l'amour. Et il n'y avait pas la porno avant. Et donc, ils ont trouvé le chemin. Et donc,
Non, 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 mais c'est important. C'est hyper important de se dire, de se détendre. Et donc, sans porno, on trouve le chemin, on y arrive, on se construit, et c'est comme tout en fait. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps, vous avez beaucoup d'années devant vous pour pratiquer, et après c'est avec la pratique qu'on acquiert de l'expérience, et donc c'est fluide. Et moi je trouve ça dommage qu'on parle de sexualité uniquement lorsqu'on parle des violences sexuelles. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est cool. Et il faut que ça reste cool. Et pour que ça reste cool, il faut qu'on en discute. Et quitte à poser des questions à des gens qui ont un peu plus pratiqué que vous, mais des vrais humains, s'il vous plaît. Et puis, si c'est un sujet qui est tabou et complexe, pareil, vous avez toujours des adultes à qui vous adressez. Et il y a, comme je disais, n'hésitez pas, vous pouvez même poser des questions de façon anonyme, on vous répondra, mais vraiment, le mieux, c'est de parler à des vrais humains et d'arrêter de regarder Pornhub, par exemple, excusez-moi, ce genre de conneries. Ça fait une réaction physique. Ouais, c'est ça, je n'arrive pas à prononcer ce truc. Une dernière question à Nicolas Raffin, et après on va accueillir aussi des questions qui viennent de la salle et des lycéens, des étudiants qui ont regardé le documentaire. Justement sur la sexualité des jeunes, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties ces derniers temps qui montrent une évolution quand même, avec des résultats parfois un peu contradictoires, mais en gros, on va dire la tendance, c'est quoi un peu sur la sexualité des jeunes ? Donc là, depuis maintenant les années 70, il y a eu 3 grandes enquêtes en France sur la sexualité et souvent ça s'arrêtait à la frontière des 18 ans. Et depuis 2023, là, on a une dernière enquête où on a des données sur la sexualité des plus jeunes, donc à partir de 15 ans. Et donc un des derniers enseignements de ce type d'enquête, c'est la manière de faire couple. Qui change. On n'en a pas parlé, mais la question des réseaux sociaux aussi, qui est aussi un support de violence, mais voilà, différentes manières d'envisager le couple, et puis surtout ce qui est curieux, mais on peut l'expliquer par peut-être l'effet du mouvement MeToo, c'est un retardement de l'âge du premier rapport sexuel. Alors que depuis les années 70, il avait baissé, a tombé à 17 ans pour l'âge médian. Alors l'âge médian, c'est-à-dire que la moitié ont eu leur premier rapport sexuel avant 17 ans et l'autre moitié après. Là, on est à 18 ans et avec une égalitarisation entre les garçons et les filles. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70, il y avait 4 ans d'écart. Mmh. Donc une entrée dans la sexualité un peu plus tardive, le rôle du porno aussi et des applications ou des choses comme ça dans l'évolution. Alors je vais vous demander aussi d'accueillir maintenant les étudiants et lycéens qui ont des questions à poser à nos invités. Allez-y. On va leur donner un micro. Ils ont un micro ? Non. Allez dans la lumière, n'ayez pas peur. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Nous avons 4 lycéens, 2 étudiants. Il y a Sarah, Nathanaël, Morgane et Elliot pour les lycées qui sont là. C'est Sarah qui a été désignée ? Oui. Alors tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bonjour, je m'appelle Sarah et je viens du lycée Bellevue au Mans. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi 97% des agressions sont-elles perpétrées par des hommes ? Merci. Et pour moi, celle-là. C'est un homme qui va te répondre. Très bonne question et donc on a dit déjà beaucoup de choses pour expliquer ce phénomène. D'abord, ce sont des violences, ce qu'on appelle nous en sociologie des violences structurelles, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans des rapports sociaux de genre qui se fondent sur des inégalités et de fait sont le produit de socialisation différenciée. Qu'est-ce qui fait que les garçons regardent davantage de porno que les filles, avec des rôles attendus, ce que tu disais, la puissance, la virilité du côté des hommes. Alors ça n'explique pas toutes les violences, mais c'est ce type de phénomène, ou du moins la surreprésentation du genre masculin dans les faits de délinquance, on le retrouve malheureusement pas que dans les violences sexuelles. Plus largement, on aurait pu aussi replacer les violences sexuelles dans les violences conjugales et dans d'autres phénomènes de délinquance. C'est une vaste question.
Juste pour nuancer mon propos, il y a quand même, on voit aussi apparaître des violences sexuelles où les hommes sont victimes. Leur particularité, elles se déroulent durant l'enfance et ce sont souvent des violences sexuelles sur mineurs ou alors des violences sexuelles dans d'autres types de relations, mais là je pourrais y revenir. Mais ça reste très marginal au regard de la tendance lourde de ces violences sexuelles perpétrées par les hommes. J'espère que ça répond à ta question. Il nous reste à peu près 10 minutes, donc on va prendre une autre question. Morgane, hein, c'est ça? Vas-y. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis au lycée Nicolas Appert à Orvaux et ma question est la suivante. Pourquoi les plaintes pour viol sont-elles souvent classées sans suite? C'est ça? Alors, tout simplement parce que, alors il y a plein de raisons différentes, mais ce qu'il faut avoir en tête, déjà, c'est que lorsqu'on est victime d'un viol, le premier réflexe naturel qu'on a, c'est pas forcément d'aller au commissariat. Et donc, on va prendre soin de soi, et puis surtout, on va aussi se débarrasser généralement de ses affaires, on va se laver, on va reprendre de la force, quoi. Et donc, la question des preuves, elle fait aussi partie de la problématique. On sait que la question des preuves, elle est compliquée, et même dans cette affaire qu'on a vue, ça reste quand même un parole contre parole. Donc, la question des preuves est problématique parce que, instinctivement, généralement, des violences sexuelles, tu as envie de rentrer chez toi, te doucher, tu n'as pas pour réflexe de te dire que tu vas garder tous les éléments qui vont te permettre d'étayer, en tout cas, tes propos. Et puis après, il y a aussi un problème de réception des plaintes. Donc là, ça va beaucoup mieux. Il y a de plus en plus de policiers et de gendarmes formés. Mais lorsqu'on a subi des violences sexuelles ou un gros traumatisme, on peut déjà avoir une amnésie. Parce que c'est tellement violent que le cerveau va nous protéger et qu'on va oublier. Et puis, parfois, on va être un peu incohérent dans les propos. On ne se rappelle plus très bien de la façon dont se sont déroulées les choses. Et donc, on peut avoir un discours un peu confus parce qu'on peut être dissocié. Et donc, comme je disais, c'est pas très clair. Et donc, quand on va s'exprimer, il y aura un peu des incohérences. Et donc, on se dit, oui, son témoignage, il est un peu bizarre. Et puis aussi, lorsqu'on est dissocié, on n'a pas l'attitude qui va avec ce qu'on raconte. Plus on raconte des horreurs, et plus on le dit avec le sourire. Et donc, parfois, on a des témoignages de victimes de viol qui vont vous raconter ce qu'elles ont vécu. Et en fait, elles sont tellement dissociées qu'on a l'impression, en fait, que c'est pas trop vrai ce qu'elles racontent. Mais en réalité, plus c'est horrible et plus tu vas le raconter comme si ce n'était pas à toi que ça s'était arrivé, ou tu ne vas pas avoir l'attitude qui va avec tes propos. On s'imagine toujours que lorsqu'on dénonce son viol, enfin le viol qu'on a subi, qu'on est forcément en pleurs. Et les personnes en face, vu qu'on est des êtres sociaux, on a besoin en fait aussi de s'identifier, d'être en empathie avec la personne qui témoigne, et c'est pas toujours le cas. Donc ça va mieux dans la réception des plaintes, mais il y a encore beaucoup de boulot. Parce que déjà, ça concerne beaucoup de monde, et le temps de former tout le monde, c'est compliqué. Et donc, et en dehors de ça, même si tous les policiers et tous les gendarmes étaient formés, il y a quand même une question de moyens. On sait que les moyens d'enquête, les moyens qui sont donnés à la police et à la justice, c'est problématique. Ils n'ont pas le temps d'enquêter, ils n'ont pas le temps d'aller chercher toutes les preuves. Et donc, pour toutes ces raisons, malheureusement, il y a beaucoup de classements sans suite. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est pas parce que la justice a classé sans suite que ça ne veut pas dire qu'on est victime. On peut avoir subi des violences sans être reconnu par la justice, et ça ne fait pas de vous une personne moins victime qu'une personne qui a eu un parcours judiciaire qui s'est bien passé et qui a abouti à une condamnation. Donc il y a d'autres chemins aussi de reconstruction en parallèle, donc il ne faut pas hésiter si notre plainte a été classée sans suite, à aller chercher un autre chemin dans la reconstruction. Peut-être en une phrase, parce que,
On n'a pas dit c'est quoi un classement sans suite, c'est peut-être pas clair pour tout le monde non plus en une phrase. Ouais, un classement sans suite, c'est l'idée que le procureur de la République estime que, au vu des éléments qui sont rapportés, eh bien, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge pour engager des poursuites et donc saisir un juge d'instruction et, in fine, organiser un procès. Mais moi, je crois que, pour compléter, tout ce que tu as dit est parfaitement juste, mais il y a quand même deux raisons. Il y a une raison structurelle qui fait que la parole des femmes, elle est quand même moins créditée que la parole des hommes, et que c'est beaucoup plus compliqué de prêter attention à la parole des femmes. Enfin, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé pour cette jeune femme qui s'appelle Inès Menselem et qui a été victime d'un féminicide, qui a déposé plainte à de maintes reprises à Poitiers, qui n'a pas été prise au sérieux et qui a fini par être tuée par son ancien compagnon. Donc moi, je me pose toujours la question, est-ce que la parole des femmes vaut moins que la parole des hommes? Et j'ai bien peur qu'à cette question, la réponse soit oui. Et comme majoritairement les victimes de viol sont des femmes, et ben voilà, on nous prend moins au sérieux, on nous croit moins, on est moins susceptible de dire la vérité que les hommes, et ça c'est du sexisme, et ça c'est de la misogynie, et ça se combat par le féminisme. Et puis l'autre raison au combat... faut dire les choses telles qu'elles sont. L'autre raison à ces classements sans suite, c'est que les dossiers ne sont pas investigués, en fait. C'est-à-dire qu'on ne les bosse pas, les dossiers. On prend une plainte, et puis au mieux, on va faire une confrontation, une garde à vue, j'en sais rien. Mais les dossiers ne sont pas investigués. Et moi, je pense que les policiers, c'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est qu'ils peuvent pas. C'est qu'ils ont des dossiers qui s'entalent comme ça, qui s'empilent sur leur bureau et qui commencent à prendre la poussière, et qu'ils ont des journées qui font 24 heures, et que c'est extrêmement compliqué de se mobiliser, d'organiser une garde à vue, d'organiser une confrontation. Et donc, finalement, ces dossiers-là, eh ben, ils ne sont pas enquêtés. Quand ils sont enquêtés, ces dossiers, on trouve les preuves. Et quand on trouve les preuves, il y a des procès. Le micro est où? Voilà. Une dernière question, je crois. Bonjour, je m'appelle Elliot et je viens du lycée Guisto. Du coup, moi, ma question était qu'est-ce qui décide une victime de viol à déposer plainte? Eh bien, l'idée qu'elle va être reçue correctement et qu'elle va être crue. Quand on subit un viol, la première conviction qu'on a, c'est « personne ne va me croire ». C'est « j'ai honte », c'est « de ma faute », c'est j'aurais pas dû picoler, j'aurais dû m'habiller autrement, et puis personne ne va me croire. Et donc moi, je pratique le « je te crois ». Pas le « je t'écoute », hein, le « je te crois ». Et je dis aux femmes qui viennent de me voir, mais j'ai aucune raison de ne pas vous croire en vrai. C'est-à-dire que pour quelle raison vous iriez inventer cette histoire poisseuse qui vous colle à la peau, avec laquelle vous vous sentez si mal, et vous viendriez là comme ça dans un cabinet d'avocat ou dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie raconter n'importe quoi. Mais ça n'existe pas en fait. Donc il faut pratiquer le « je te crois » et notre société tout entière doit pratiquer le « je te crois », dire aux femmes, aux victimes, nous vous croyons, parlez, nous vous écoutons, mais une fois qu'on leur a dit ça, il faut leur dire... Merci, c'est gentil, mais ce qui est insupportable, c'est de dire ça aux femmes et que les femmes, elles font le boulot, elles parlent, et quand elles ne sont pas entendues. Donc dire je te crois victime, c'est un préalable nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut qu'ensemble, on se mobilise pour avoir une justice digne de ce nom, avec des moyens dignes de ce nom. Nos moyens dédiés à la justice, et je ne vous donnerai pas d'autres chiffres, sont... pour chaque habitant, de moitié inférieurs à l'Allemagne. Nous, on est à 70 € par an et par personne. L'Allemagne, ils sont à 130 € par an et par personne de budget. Donc en fait, toutes les déclarations d'intention en mode les violences faites aux femmes, c'est la priorité du quinquennat, etc., ça vaut rien du tout si ce n'est pas suivi par une vraie politique budgétaire. Merci. Il nous reste 2 questions. On a déjà dépassé un peu le timing, mais les étudiants... Merci beaucoup, moi c'est Ayane, je viens d'être diplômée de recherche en sociologie à l'Université de Nantes. Merci. Et moi je voulais vous demander quel avait été l'impact de MeToo sur vos pratiques professionnelles? L'impact de MeToo, nous, ça nous a permis de gagner du temps. Parce qu'avant MeToo, quand même, nous on savait déjà que les violences existaient, mais
on avait un peu de mal à rentrer notamment dans les établissements scolaires pour dire qu'on venait parler des violences. Et en réalité, on rentrait quand même dans les établissements, mais on mentait. On disait qu'on venait parler d'égalité filles-garçons, de rapport filles-garçons. Et donc, le terme violence, il était compliqué. Et donc, ça nous fait gagner du temps parce qu'il y a eu cette prise de conscience du grand public. Et donc, on a moins à expliquer pourquoi c'est important d'aller aborder la question des violences. Donc, c'est surtout un gain de temps et puis on rentre plus facilement là où on a besoin de rentrer. Un mot sur... Non, je voulais juste dire un petit mot sur Ayane. Elle est timide, mais elle vient juste de valider son master en sociologie. Et depuis 2 ans, elle travaille sur la sexualité des jeunes. Et c'est très intéressant, ces travaux, et notamment du côté des parents, comment ils éduquent les adolescents. Et voilà. Donc la prochaine fois, elle sera là. Exactement, Okay. elle me remplace. Merci. Une dernière question, il me semble. Ah ben là, il y a déjà un micro. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien, je suis en Master 2 en STAPS à Nantes Université. Et ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de la nécessité d'introduire la notion de consentement dans la définition du viol? C'est une question compliquée, hein. Pour terminer, c'est chaud, mais Une synthèse. c'est un test. On vous a donné la définition. D'abord, juste, je peux répondre à la question de Ayane. Pardon. Moi, MeToo, ça a tout changé. Mais tout changé. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant, un après, et la défense que j'ai pu avoir là dans le prétoire, je ne suis pas sûre que j'aurais pu l'avoir ou la faire ou la produire avant MeToo, et qu'elle ait été écoutée, c'est-à-dire que maintenant il y a quand même une attention accrue qui est portée à la parole des victimes, et puis on cherche, au-delà des situations individuelles dans les prétoires, à comprendre pourquoi notre société produit autant de violence. On cherche à, encore une fois, faire autrement, à chercher d'autres solutions, et à nous dégager, les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, de ces injonctions à la violence et à des biais, à des manières d'être. Donc MeToo change tout. L'introduction de la notion de consentement dans le viol, vous l'avez remarqué, c'est un mot qui n'apparaît pas. Il est partout, on le cherche tout le temps, le consentement. On a posé plein de questions autour de cette idée de consentement, mais dans la définition du viol, le mot n'apparaît pas. Et ben, les juristes et les philosophes ne sont pas d'accord sur la question de savoir si c'est une plus-value ou une moins-value que de mettre le mot dans la loi. Il y a des effets pervers possibles. En même temps, d'un point de vue didactique, d'un point de vue pédagogique, rappeler que se soucier du consentement de celui ou celle avec lequel on va avoir un rapport sexuel, c'est quand même le b.a.-ba. Donc le mettre dans la loi, pourquoi pas, mais encore une fois, il y a des effets pervers, je ne rentre pas dans la discussion. En tout cas, là où il faut mettre le consentement, c'est dans nos chambres à coucher, dans nos rapports sexuels, dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos jeunes, dans nos conversations. Il faut mettre du consentement, et cette idée de consentement et de volonté et de désir, parce que interrogeons aussi ces notions de consentir, c'est pas tout, hein. On sait que céder, c'est pas consentir. Donc quand est-ce qu'on consent et quand est-ce qu'on abdique? Moi, je sais rien, j'en sais rien. Quand est-ce qu'on veut vraiment et quand est-ce qu'on interroge la volonté de l'autre plus que sa capacité à rejoindre la nôtre? Et puis interrogeons nos désirs. Interrogeons-nous sur nos désirs propres, interrogeons l'autre sur ses désirs, et tout ira mieux, me semble-t-il. Merci. Merci beaucoup d'être venus sur scène pour poser les questions. Merci aussi à nos intervenants d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été aussi attentifs pendant toute cet après-midi. Ouais. Ouais. On rappelle juste qu'il y a un questionnaire qui est disponible. Il y a un QR code, je crois, qui a circulé, voilà, donc de l'association Résonante. N'hésitez pas à y aller. On en a parlé aussi tout à l'heure. Le revoilà, le QR code de l'application Appel A2P'(E2LES qui... Pardon? C'est un tiret? C'est un tiret. C'est un tiret, autant pour moi, qui est gratuite. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à la télécharger. Dernière chose, la conférence à laquelle vous avez assisté sera disponible en replay également sur la chaîne, parce qu'on a été filmé, sur la chaîne YouTube de l'Université de Nantes. Voilà, merci beaucoup. Et bonne fin de journée, bon retour.